Chers intervenants, chers collègues du Colegio d'Espagne et de la Maison de l'Italie, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à cette table ronde internationale organisée dans le cadre de notre cycle Europe avec l'Université franco-allemande. Je suis très heureuse que cette coopération ait pu être élargie cette fois-ci et peut-être à l'avenir au Colegio d'Espagne et à la Maison de l'Italie, dont je salue les directeurs. Nous nous pencherons ce soir sur l'avenir de l'Europe, confrontée au Brexit et à la montée des populismes. Il y a près de 3 ans, le référendum sur le Brexit a manifesté, à la surprise générale, la volonté d'une faible majorité de Britanniques de quitter l'Union européenne. Ce résultat peut s'analyser dans une large mesure comme la victoire d'une campagne au fort relent populiste et qui n'a pas été exempte de fake news. Le populisme était jusque-là plutôt l'apanage, pensions-nous à tort, des nouveaux arrivants dans l'Union européenne, les pays de l'Europe centrale et orientale, la France et les Pays-Bas constituant une exception à l'Ouest. Et il y en a d'autres pays qui se sont ajoutés après. Force est de constater qu'au fil des mois, le populisme s'est enraciné après le Royaume-Uni dans d'autres anciens États membres de l'Union européenne, l'Italie et l'Espagne étant les plus récemment touchés. Tous les regards sont tournés maintenant vers les prochaines élections européennes, prévues pour la fin mai 2019, qui permettront de mesurer en temps réel le poids des forces populistes et eurosceptiques. Même si ces forces ne sont pas monolithiques et échoueront sans doute à constituer un groupe parlementaire unique, il est vraisemblable qu'elles pèseront davantage que dans l'Assemblée précédente et chercheront à perturber le fonctionnement des institutions communautaires. Parallèlement, l'imbroglio des négociations avec le Royaume-Uni et l'octroi à répétition de nouveaux délais à ce dernier sont en passe de fissurer la cohésion dont avaient fait preuve jusque-là les 27. Le dernier sommet européen a rendu patente la mésentente entre l'Allemagne et la France en la matière, à la grande joie, semble-t-il, d'une partie de la presse britannique. Dans ce sombre contexte, comment se présente l'avenir de l'Europe avec ou sans le Royaume-Uni? Comment revivifier le projet européen? Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous avons fait appel à un regard étranger incarné par un universitaire et 2 journalistes. J'ai le plaisir d'accueillir M. Andrea Patroni Griffi, professeur de droit public et constitutionnel à l'Université de Naples. Notre second invité est M. Luis Bassets, chroniqueur au quotidien espagnol El País. Troisième invité, M. Günther Nonnenmacher, qui nous a déjà honoré de sa présence dans le passé. Et M. Nonnenmacher est ancien co-éditeur de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il est également professeur honoraire de sciences politiques et de communication à l'Université de Leipzig. Notre débat sera animé par M. David Capitan, professeur de droit public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et président de l'Université franco-allemande. Je lui cède la parole. Merci Madame la directrice pour l'organisation de cette belle journée à une période où beaucoup d'entre nous attendaient que l'actualité du Brexit se déclenche d'une manière ou d'une autre. Le 12 avril avait été une date retenue lors de négociations précédentes comme un petit peu la période de la dernière chance. Et puis, c'est comme l'ultime appel qu'on entend résonner dans les aéroports. Après l'ultime appel pour le vol, il y a là le dernier et ultime appel. Et les ultimes appels peuvent se succéder comme ça. Quelquefois, au-delà de cette question particulière du Brexit, qui manifeste effectivement de manière très forte à l'intérieur de la construction européenne, ce scepticisme vis-à-vis des constructions politiques et juridiques qui ont pu être réalisées par l'effort de plusieurs générations dans ces dernières années, qui est à l'œuvre également dans d'autres parties du globe, eh bien,
les mouvements populistes, comme vous l'avez rappelé, ont trouvé à s'exprimer dans de nombreux États, et probablement les élections du 26 mai prochain seront l'occasion de donner une participation beaucoup plus importante qu'elle n'était jusqu'à présent à ces mouvements eurosceptiques au sein du Parlement européen. On prévoit, il est toujours un art difficile que celui des prévisions politiques, mais que dans le prochain Parlement européen, le Parti populaire européen, le PPE, qui regroupe la droite traditionnelle, va passer de 30 quasiment à 25% des voix, tandis que juste derrière lui, l'union des eurosceptiques, qui sont pour l'instant divisés en plusieurs groupes, devrait représenter autour de 22,5% du Parlement. Donc une résurgence qui est tout de même, ou une apparition plus exactement au plan européen, qui est tout à fait importante. Alors je crois que ce qui est évidemment intéressant, c'est de voir que derrière peut-être une certaine unité de développement de ces populismes à travers l'Europe, en réalité chacun des États a sa dynamique propre, a ses problématiques particulières, que souvent ces mouvements eurosceptiques sont des mouvements qui rassemblent des groupes ou des mécontentements qui s'expriment de cette manière. On a vu qu'en France, le mécontentement récemment s'était beaucoup exprimé à travers ce mouvement un peu autonome des Gilets jaunes. Il existe, et vous l'avez rappelé, en France, un mouvement populiste, le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui depuis fort longtemps. Donc chaque État, je crois, a sa manière d'exprimer et de laisser se développer ce type de mouvement, et cette soirée va permettre, à travers 3 États importants de l'Union européenne, de jeter un regard qui mettra peut-être un peu de contraste dans ce mouvement qui semble souvent présenter une grande unité. Alors nous allons procéder à un examen donc, de ces différents mouvements, je crois, de manière un peu systématique, et je proposerai de conserver l'ordre qui est l'ordre alphabétique que vous aviez retenu pour établir l'affiche de cette soirée. Et je vais me tourner peut-être à droite tout d'abord vers Monsieur Bassett, qui, à travers les chroniques très régulièrement, qu'il publie notamment dans Le País, est un observateur de la vie nationale espagnole qui, évidemment, aujourd'hui se développe dans un cadre européen, comme chacune de nos vies politiques nationales. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Capitaine. Merci beaucoup à la Maison de l'Allemagne, Henri Heine, et à la maison, au Collège de l'Espagne de l'invitation. Et avec beaucoup de plaisir, je vais dire quelque chose sur pas exactement le Brexit, mais en tout cas sur le populisme en Espagne, dans un moment spécialement intéressant, parce que nous sommes au premier jour de la campagne électorale des élections générales qui auront lieu le 28 avril et qui seront d'une certaine façon un premier tour des élections européennes. C'est-à-dire que même le résultat des élections européennes peuvent changer en fonction de ce qui va se passer prochainement. Dans l'ensemble, il faut dire, et je crois que c'est la première question importante que je peux essayer d'expliquer ce soir, que ces blocs d'élections, c'est des élections générales maintenant, les élections européennes et locales, tous ensemble le même jour, mois de mai, vont faire peut-être un des moments de changement dans la vie politique espagnole, des changements très de fond. D'abord parce que, par première fois depuis la démocratie constitutionnelle espagnole, depuis la mort de Franco, il y a une force d'extrême droite qui est entrée déjà dans un parlement en Andalousie, qui va entrer dans le Parlement espagnol prochainement, que peut être décisif pour faire des gouvernements. Il l'a été pour faire le gouvernement en Andalousie. Il pose une question que je pense que c'est une bonne question pour débattre ce soir. C'est la théorie des lignes rouges, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avec l'extrême droite
il y a donc un débat à l'Espagne qui a été très fort déjà après les résultats surprises, parce qu'on n'attendait pas les résultats des Vox. Donc il y a eu un grand débat qui continue logiquement dans l'horizon de l'élection générale et de la formation du nouveau gouvernement. Est-ce que la droite démocratique et libérale doit pactiser avec l'extrême droite pour faire les gouvernements, ou est-ce qu'il faut faire des lignes rouges et essayer de laisser en dehors des formations honorables l'extrême droite? En Espagne, ça a été déjà résolu. Dans ce moment-là, la campagne électorale, elle tourne entre, si le prochain gouvernement sera présidé par M. Pedro Sánchez, le président socialiste, qui a entré au gouvernement après une motion de censure contre la petite majorité du Parti populaire, ou si sera un président de droite avec l'extrême droite. Ça, c'est déjà clair, c'est déjà résolu en Espagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La droite espagnole, elle a posé les questions, et je vais expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas seulement la droite traditionnelle, c'est aussi la nouvelle centre-droite de Ciudadanos, un parti jeune, nouveau, libéral. Et dans ce moment-là, les élections vont tourner entre où il y a une majorité de droite, les trois formations, extrême droite, droite classique et la nouvelle droite, centre-droite de Ciudadanos, où il y a une majorité plus ou moins fragile entre Podemos, il faut dire les premiers mouvements populistes qu'on a eu en Espagne. Très tôt, ce n'était pas par la droite, c'était par la gauche, comme en Grèce, et c'était plutôt comme réaction à toute la crise européenne, ou donc s'il y aura ce gouvernement socialiste, Parti socialiste Podemos. Ça aura un deuxième... Ça va donner, c'est sans aucun doute, un certain changement de la corrélation des forces dans l'horizon des élections européennes. On peut se trouver avec, s'il y a un succès de la gauche, on peut se trouver avec des élections européennes différentes à ce que disent maintenant les sondages, qui sont plutôt favorables à la gauche. Mais en tout cas, il y a d'autres choses qui vont se jouer dans ces élections européennes. D'abord, naturellement, la force des partis socialistes et la perte de voix des partis populaires, ça va donner, ça peut changer un peu les choses dans l'hémicycle de Bruxelles. L'entrée des Vox, ça va donner aussi de la force à l'extrême droite au Parlement européen. Et il y a un détail, si vous voulez, très régional, mais très important dans l'apparition du populisme d'extrême droite en Espagne, c'est ce qui va se jouer entre les forces nationalistes catalanes. Je dois faire un excursus pour m'expliquer. On ne peut pas en comprendre l'apparition de Vox avec toute la récupération d'une certaine rhétorique franquiste. C'est vraiment exceptionnel parce que ce n'est pas lié directement à l'immigration, comme ça s'est passé en Allemagne, en Italie, même en France, même avec le Brexit. C'est beaucoup plus lié à la question nationaliste. C'est-à-dire c'est l'identité espagnole fragilisée par le mouvement de sécession catalane qui a donné cette espèce de pulsion nationaliste espagnole très forte, avec récupération de symboles, des idées, des histoires même, de légendes, de la Reconquista, qui sont dans ces moments-là, donc excitent beaucoup l'électorat de Vox. Donc, on verra
dans les élections européennes, il y aura une petite question locale, mais qui peut y avoir de la transcendance. On a deux listes nationalistes catalanes. Il y en a une qui est la liste de Esquerra Republicana, c'est le parti traditionnel de la gauche nationaliste, plutôt c'est un parti maintenant qui est pactisé avec les partis socialistes à Madrid. Et il y a une autre liste qui a en tête l'ancien président de la Généralitat, exilé entre virgules à Bruxelles, Carles Puigdemont. Et si c'est monsieur-là qui veut faire la fiction qu'il est une espèce de président d'une république inexistante à Bruxelles, s'il perd ces élections-là, les européennes, ça aura une grande transcendance dans la politique espagnole, parce que ça voudra dire que finalement, le mouvement sécessionniste a perdu toute la vitesse qu'il avait et qu'il n'a plus de force pour poursuivre le chemin qu'il a unilatéral d'essayer de faire une sécession à partir du gouvernement. Donc, vous voyez bien qu'on peut faire une approche aux élections européennes très centrée au Brexit, au panorama européen, mais on peut le faire, et c'est ça que j'ai essayé, de point de vue très antérieur et avec une lecture très espagnole. Ça nous dit quelque chose d'intéressant. Ça seront des élections européennes, très ressenties comme européennes, mais aussi très ressenties comme des élections dans lesquelles on se joue beaucoup dedans de l'Espagne. Merci. Un grand merci pour cette introduction du côté espagnol. Effectivement, l'apparition de Vox a un peu été notée avec beaucoup d'intérêt, alors que la plupart dans beaucoup de pays, déjà des mouvements populistes s'étaient développés. L'Espagne semblait être un des rares pays dans lesquels un mouvement populiste de ce type ne se manifestait pas. Il y avait bien Ciudadanos, Podemos, qui avait marqué un certain renouvellement de la vie politique espagnole, mais Podemos à l'extrême gauche plutôt, Ciudadanos dans un centre un peu renouvelé, peut-être, et Andrea Patroni-Griffi nous le dira, comme les Cinque Stelle en Italie, qui ont une position un peu difficile à classer, mais certainement pas d'une droite très extrême au départ. Et puis est apparu, effectivement, pour finir, ce mouvement Vox dans un des États qui s'est marqué avec la transition vers la démocratie en 1978, comme avec le Portugal, un des pays, n'est-ce pas, ou la Grèce, qui a le plus longtemps supporté des régimes dictatoriaux, un peu vaccinés. En tout cas, c'est l'impression qu'on en avait. Alors l'Allemagne est aussi un cas du point de vue français, si on observe ça depuis Paris où nous sommes, dans lequel pendant longtemps l'expérience de la fin des années 30 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale aussi avait semblé asseoir une république fédérale qui était un modèle à la fois au plan institutionnel mais aussi politique en termes d'équilibre des institutions, de modération des points de vue, un des grands acteurs aussi de la construction européenne, bien entendu. Et puis le populisme là aussi, alors vous nous direz si c'est quelque chose de complètement nouveau, mais on a vu arriver des mouvements différents, l'AfD d'abord, avec un départ un peu différent de l'Espagne, plutôt anti-européen, et puis des mouvements comme Pegida aussi, et tout ça a créé une nouvelle expression un peu allemande, alors toujours regardée, comme vous le savez bien, pour si bien connaître la France, avec une certaine suspicion par les autres acteurs du jeu européen, et c'est évidemment toujours passionnant de savoir votre point de vue. Merci David, et merci à Madame Dorissen d'avoir convoqué cette belle table ronde ici. Sur un sujet très important. Est-ce que je peux faire d'abord 2 ou 3 remarques sur le Brexit, parce que vous avez dit ce malentendu ou cette divergence entre la France et l'Allemagne, encore une fois. Je crois la différence ou la divergence ne concerne pas le but, mais les moyens. Je crois M. Macron aussi bien que Mme Merkel aimerait bien garder la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Le Brexit, de toute façon, s'il a lieu, ce n'est pas encore très sûr, ce n'est pas encore tout à fait sûr, disons.
sera un fiasco. D'abord pour les Anglais. Je ne parle pas des questions économiques, je ne suis pas expert, mais on voit déjà que les tensions entre les Écossais et les Anglais, au sens propre du mot, entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République d'Irlande, ont augmenté. Les partis, les Labour d'un côté, les Tories de l'autre côté, sont déchirés en eux-mêmes. On a vu un spectacle à la Chambre des communs, ce qui était vraiment... On n'y croyait presque pas quand on a regardé la télévision. Un gouvernement qui n'a apparemment plus le pouvoir dans ce pays. Bon, pourquoi les Allemands regrettent ou regretteront le Brexit? Bon, il y a des trucs simples, matériels. L'Allemagne est un partenaire économique assez important pour l'Allemagne. On exporte beaucoup de biens en Angleterre. Primo, secondo, la sortie de la Grande-Bretagne fera un grand trou dans le budget européen, ce que les Français vont remarquer aussi, parce que c'est quelqu'un qui doit le remplir. Troisièmement, et les Allemands, de toute façon, ils se sentaient toujours comme ceux qui payent pour l'Europe. Alors, s'il faut payer plus maintenant, ce n'est pas très populaire auprès du grand public, évidemment. La troisième chose, c'est que les Allemands se sont toujours sentis proches des Anglais sur les questions économiques, l'idée du libre-échange, l'idée du marché qui doit régler les choses plutôt que l'État qui dirige et qui fait, c'est partagé en Allemagne comme en Angleterre. Alors les Allemands, sur le plan stratégique, pour ainsi dire, se sentent plus isolés dans la communauté européenne et leurs partenaires forts. C'est encore les Pays-Bas qui ont à peu près la même idéologie, mais les Pays-Bas sont un petit pays quand même. L'Angleterre est un grand pays. D'ailleurs, les Français vont bien continuer, j'en suis sûr, à coopérer, surtout sur le plan militaire, avec les Anglais. C'est les fameux Lancaster House Agreements. Et les Allemands aimeraient bien que les Anglais restent au moins dans la Zollunion, comme on dit, dans l'union douanière, pour beaucoup de raisons de facilité. Après, je dirais que M. Macron, il dit peut-être vaut mieux une fin vite qu'une continuation de cette procédure de Brexit qui n'en finit pas éternellement, avec tous les risques que ça a, parce que le Brexit, c'est un fiasco pour l'Union européenne, il faut le dire clairement. C'est pour la première fois qu'un pays, mis à part le cas spécial du Groenland, c'est pour la première fois qu'un pays sort de l'Union européenne. Et quel pays? Un grand pays, un pays important, aussi sur le plan militaire, je l'ai déjà dit. Si on veut une défense européenne, ce sera difficile à construire seulement entre les Français et les Allemands. Je ne l'aborde pas parce que les problèmes sont très connus. Ce n'est pas Madame Kramp-Karrenbauer qui va construire un porte-avions avec les Français, hein, parce que personne n'en veut, ni les Français ni les Allemands, en fin de compte. Bon, alors c'est pour ça que Madame Merkel a peut-être un peu plus de patience avec les Britanniques, ou avec Madame May particulièrement, et dit peut-être... il se passe des choses jusqu'en octobre maintenant. Elle aurait voulu donner un an aux Britanniques, si j'ai bien compris. Mais c'est peu importe, ce qui ne se règle pas jusqu'en octobre, je crois. Vraiment, ça ne se règle pas dans un an non plus. Il faut apparemment des élections en Grande-Bretagne ou quelque chose, ou que Mme May déclare qu'elle retire sa lettre de Brexit, ou qu'il y ait un nouveau référendum, j'en sais rien. Mais les Britanniques, dans la situation où ils sont maintenant, je ne crois pas qu'ils trouvent une sortie sans qu'il y ait un événement majeur dans le système politique. Bon. Ceci dit, je viens au populisme en Allemagne. Vous avez déjà dit que la AfD, alternative pour l'Allemagne,
est un parti en mutation permanente, je dirais. Il a été fondé et il a de peu raté l'entrée dans le Bundestag, dans l'Assemblée nationale, en 2013, par des professeurs d'économie qui étaient critiques de l'union monétaire et surtout de l'aide, le sauvetage de la Grèce, parce qu'ils disaient on jette de l'argent dans un tonneau sans fond, comme on dit en allemand, cet argent est perdu et qui c'est qui payera? Les autres. Bon, c'est comme ça, et avec ces fondateurs que la AfD a eu quelques sièges dans le Parlement européen. Les noms ne vous disent sans doute plus rien. Monsieur Lucke, le fondateur, Monsieur Starbati, un professeur d'économie de Tübingen, et Monsieur Hans-Ulrich Henkel, ancien président de la Fédération de l'industrie en Allemagne. Ces trois que je viens de nommer, ils n'y sont plus dans la AfD. Ils suivaient une femme qui s'appelait Frauke Petry, qui a compris que l'euroscepticisme, euro veut dire la monnaie commune, ne suffit pas pour rassembler, parce que la AfD justement échoué de justesse en 2013, elle rentre dans le Bundestag avec 4,7%, quelque chose comme ça. Il ne suffisait pas, ce thème-là, ce sujet-là, pour rassembler la masse nécessaire pour avoir une certaine influence politique. Alors, elle a fait un virement vers la droite. Après, on ne sait pas trop bien si c'est pour des questions idéologiques ou si c'est pour des questions personnelles, parce que vous avez, particulièrement dans la droite, je ne sais pas si en Espagne c'est pareil ou en Italie, les questions de personnages qui se rivalent, qui veulent tous être présidents ou vice-présidents ou je ne sais pas quoi, sont vachement importants. Alors, Madame Petry s'est disputée avec le reste du leadership de la AfD. Elle n'y est plus maintenant. Elle est partie, elle a fondé un autre parti. D'ailleurs, un parti que M. Lucke a fondé, autant que le parti que Mme Petry a fondé, n'ont aucune chance de rassembler plus que 0,3, 4, 5% dans les élections qui viennent, soit en Allemagne, soit en Europe. Donc, qu'est-ce que c'est la AfD aujourd'hui? Encore un parti en mutation. Il y a d'un côté d'anciens adhérents que je dirais qui ressemblent un peu à l'aile droite des Républicains, la droite dure, je crois, où Laurent Wauquiez était chef de file. Donc, je dirais des démocrates, mais vraiment de droite dure. Monsieur Meuthen, qui est maintenant un des présidents de ce mouvement, qui est d'ailleurs sur la première place de la liste pour les élections européennes, et un représentant de cette aile, ou Monsieur Gauland, l'autre chef, je dirais aussi, bien que lui, il est un tacticien où on ne sait jamais exactement où il va aller. Première partie de l'AfD, je dirais la moitié, ou peut-être même un peu plus encore. Deuxième partie, une extrême droite, pas dans le sens de néo-nazis. Avec les néo-nazis, on ne peut pas gagner beaucoup de voix en Allemagne. Mais c'est une droite qui se base surtout sur la question de migration. Là, il y a aussi le fameux discours qui a commencé, je crois, en France, le grand remplacement, on appelait ça en allemand die Umvolkung. Et c'est l'année 2015, vous savez, en automne 2015, ou dans l'année 2015, presque près d'1 million de migrants sont venus sans être vraiment contrôlés en Allemagne, plus ou moins d'un seul coup. Ce qui a remué aussi les esprits dans la cellule de Mme Merkel, la lente descente, ce n'est pas une chute vraiment, mais la lente descente de Mme Merkel dans l'estime de la population et dans la CD, dans son propre parti, a beaucoup à faire avec cette chose-là, parce qu'elle n'a jamais vraiment avoué que de laisser rentrer autant de personnes, autant de monde, sans les contrôler,
sans les ficher d'une certaine façon. Elle n'a jamais avoué que c'était une faute. Bon. Alors là, ce AFD-là, je dirais à droite de la droite, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est déjà l'extrême droite? Je crois en partie oui. En partie oui. Un des représentants de cet là, il s'appelle M. Höcke, ancien professeur d'histoire, prof de lycée d'histoire, dans l'ouest de l'Allemagne, qui est maintenant président de l'AfD en Sachsen-Anhalt, et le chef de file de cette partie de l'AfD, qui est appelée tout simplement l'aile, der Flügel. Dans cette aile, là, il y a encore une aile qui joue avec les identitaires. Est-ce que cette expression est courante en France aussi? Les identitaires, c'est des gens qui ne sont pas nazis, malgré les remarques non seulement douteuses, mais scandaleuses que M. Höcke a fait dans certaines occasions. Ces identitaires, c'est plutôt, mais ça c'est compliqué, c'est trop long à expliquer, maintenant je parle déjà trop, de la conservative révolution en Allemagne, la révolution conservatrice. C'était un mouvement dans la République de Weimar, avant 1933, évidemment, qui effectivement a voulu un tournant à droite dans la politique de la République de Weimar pour éviter Hitler. Un État autoritaire comme il y a eu en Autriche d'ailleurs, Dollfuss, Schuschnigg, etc., plutôt sur des concepts anciens, je dirais presque médiéval. Ces identitaires-là sont la partie la plus dangereuse, je crois, de la droite en Allemagne. Après, Pegida était encore un mélange de tout. Il y avait beaucoup de néo-nazis là-dedans aussi, mais ceux qui sont encore, comment on dit, qui ont encore leurs quatre sens ensemble dans Pegida, ont été absorbés par AfD et le reste, les groupuscules néo-nazis, en partie d'ailleurs violents, en partie terroristes, comme on a vu dans le fameux NSU, qui ont tué des Turcs en Allemagne. Ceux-là, ils sont vraiment isolés. Donc, l'image est, je crois, plus compliquée qu'en Allemagne, où vous avez identifié une impulsion, c'est des questions catalanes, et peut-être aussi, comme en Italie, où la Lega Nord s'est transformée en Lega pour les problèmes de migration. Et en France, je ne sais pas comment classifier le Rassemblement national. Est-ce populiste? On dit toujours populiste, on a toujours dit populiste. Mais je ferai une différence quand même entre une extrême droite qui se sert des méthodes populistes peut-être et des populistes proprement qui sont de leur façon aussi, comme on disait, des catch-all parties, des partis qui essayent de réunir tous les mécontents pour avoir un certain poids dans le système politique. La AfD, pour l'instant, je le classifierais encore en tant que catch-all party. Tous les mécontents de l'Allemagne, réunissez-vous. Les uns qui sont mécontents de l'école, les autres disent les pauvres, ils n'ont pas assez, ils ne reçoivent pas assez d'aide de l'État, etc. D'ailleurs, la AfD a un programme qui est absolument nul. En dehors de la question de l'immigration et encore un peu d'euros, encore qu'ils sont douteux, c'est un peu comme Marine Le Pen, qui ne sait plus si elle veut sortir de l'euro ou non. La AfD, ils ne sont pas clairs là-dessus non plus. Je crois la plupart, la majorité est encore pour rester dans l'euro. Mais évidemment, il y a une aile forte qui est pour la sortie. Mais ils ont, si vous voulez, aucun programme sur les questions essentielles, partout d'ailleurs, les retraites, système de santé, financement, impôts, sans parler de politique étrangère, où ils sont plutôt pro-russes. Ça, c'est un seul pilier de leur politique étrangère, une ancienne, comment dire, nostalgie bismarckienne. Quand la Russie et l'Allemagne se sont entendus, c'était bien pour les deux. Peut-être mauvais pour les Français, mais ça ne joue pas de rôle. Donc ça, j'ai déjà été trop long pour esquisser un peu la situation en Allemagne.
Merci pour ce tableau qui nous montre le populisme, effectivement, de l'extrême droite. On aura peut-être l'occasion de revenir un peu sur le populisme aussi de l'extrême gauche, qui connaît des nouvelles évolutions en Allemagne. Je retiens la différence de sens, en tout cas du terme eurosceptique, qui est le scepticisme vis-à-vis de l'euro, alors qu'en France, souvent, le scepticisme est plutôt vis-à-vis de l'Europe. Quand on utilise le terme d'euroscepticisme, là encore, il y a sans doute des oppositions parfois et des différences à faire. Pour ce qui concerne le cadre italien, je me tourne vers le professeur Patroni Griffi, et qui a mené aussi peut-être une réflexion justement sur la question que vous posiez, qui est celle de ce qu'est le populisme et de quelle manière faut-il l'envisager. Merci David, et mille merci à Madame la directrice d'OSN pour les meubles hospitalité à la Maison d'Allemagne et pour l'invitation à une table ronde sur un sujet aussi intéressant et de grande actualité comme le populisme et l'avenir d'Europe. Altiero Spinelli, c'était quelqu'un qui écrit sur l'île des Ventotene quand il y avait la guerre, un manifeste pour une Europe fédérale, disait que dans le futur, il n'y aura pas une division politique entre la droite et la gauche, mais plutôt entre qui est pour l'Europe et qui est contre l'Europe. Et je pense qu'on va voir bientôt ça. Et ça, c'est vrai aussi de la partie de gauche que de la partie de droite. Face à un parterre aussi éminente des journalistes, en tant que constitutionnaliste moi-même, peut-être qu'une première clarification s'impose, dans le sens que le populisme, on peut chercher de donner une définition, mais finalement ce n'est pas une catégorie juridique. Et c'est très difficile à donner une définition du populisme qui va avaler pour toutes les hypothèses d'un phénomène très hétérogène et varié de droite et de gauche. Un collègue, il a dit que oui, qu'il y a toujours une considération du peuple comme une masse, mais toujours dépositaire des valeurs positives dans une vision populiste de la politique. Et bon, de ce point-là, le populisme touche plein de catégories aussi du droit constitutionnel et du constitutionnalisme, la représentation, la démocratie. Finalement, tous les populistes demandent plus de démocratie et plus de démocratie directe. Mais on sait bien que le constitutionnalisme se base sur un système de démocratie représentative, sur des contrôles, sur des organes indépendants aussi. Et je pense que le populisme, on va le voir bientôt en Italie, mais pas simplement en Italie, va se rapprocher face à une crise presque irrémédiable des partis politiques qui devaient assurer le lien entre le peuple, et le peuple c'est un organe constitutionnel, et les institutions politiques. Et en plus, et ça c'était tout à fait très important pour les 5 étoiles en Italie, en présence des médias sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, qui peut donner l'illusion d'une participation directe de plus de démocratie. Et alors là, il y a les premiers paradoxes, dans le sens que, comme on le dit bien Sabino Cassese, il y a un danger de changement autoritaire et ce danger passe d'une manière apparemment paradoxale par la revendication de plus de démocratie directe et d'une démocratie plus forte dans une certaine vision. Bon, comme on dit, toutes les constitutions, la première alinéa de la constitution italienne, la souveraineté est du peuple, mais le peuple va exercer dans les formes et donc dans les limites prévues par la constitution. Du point de vue italien, alors, on a d'abord la difficulté de définir le populisme, mais si on va s'occuper de 2 partis très connus, la Ligue
plus Ligue Nord, qui était un parti séparatiste, plus que fédéraliste. Au début, était un parti séparatiste et maintenant, c'est la Ligue nationale et c'est un parti très nationaliste, avec une identité politique qui va être basée sur l'être contre les migrants, l'Europe. Et c'est, comme on dit, Colin Crouch, c'est beaucoup plus facile de faire une identification politique très forte quand tu vas la baser, pas pour construire quelque chose, mais pour la détruire, sans dire quelle est l'alternative. Et de l'autre côté, on a les 5 étoiles, qui c'est un mouvement tout à fait unique, je pense, ni de gauche ni de droite, qui, après les 4 mars, va avoir une véritable crise. Les derniers sondages vont dire que le Parti démocrate va peut-être dépasser. Après les 4 mars, le 5 étoiles a été le premier parti en Italie. Après, et maintenant, les sondages vont tout à dire que le premier parti, c'est la Ligue. Il va dépasser les 30%. Et le deuxième parti, c'est plutôt le Parti démocratique et jusqu'à plus ou moins le même des 5 étoiles. Bon, après les 4 mars, il y a eu cette montée de Ligue et 5 étoiles, je pense, pour 3 raisons, on peut dire, et aussi contradictoires, on peut aussi dire. Alors, il y avait une demande, et je viens de le dire, d'une démocratie plus directe, et paradoxalement, il y avait une demande et ça c'est tout à fait une contradiction aux Italiens, moins de taxes, mais une plus forte dimension sociale en même temps. Et ça, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Et surtout, la raison la plus importante qui a signé la victoire de ces partis en Italie, c'était la crise migratoire. La soi-disant crise migratoire, parce qu'il faut voir les nombres si c'est une véritable crise. Mais je dirais pas tellement la crise, mais les symptômes très diffusés en Italie d'abandon de l'Europe face à la crise migratoire. L'Italie, les frontières d'Italie, bien sûr, sont les frontières sud de l'Europe, pas tout simplement de l'État italien. Et l'accord de Dublin III, il va prévoir qu'il va poser une obligation d'accueil et de vérifier la position des demandeurs de protection internationale à l'état de première entrée. Et ça, c'est une question pour la Grèce, pour l'Italie et aussi. Mais par contre, les traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans plusieurs articles, vont imposer dans la politique migratoire une obligation, un principe de solidarité. Et on a eu la démonstration à la Cour de justice que ce principe de solidarité est un principe juridique qui donne la possibilité de poser aussi des obligations, dans le sens qu'il y a eu des décisions de relocation, de relocalisation, on peut le dire en français, de relocation des migrants qui venaient et certains États de l'Est devant la Cour de justice ont perdu parce que la Cour de justice a dit qu'on pouvait bien poser une obligation de relocaliser. Mais finalement, tous les pays européens, partiellement, sauf partiellement l'Allemagne, n'ont pas respecté cette obligation de relocalisation. Et aussi aujourd'hui, je pense que la crise migratoire, c'est la question la plus importante face aux montées des populismes. Parce que aussi aujourd'hui, on a une position tout à fait changée chez le Conseil de l'Union européenne. C'est vrai que le Parlement et la Commission avaient aussi préparé une proposition d'une agence, une véritable agence européenne pour gérer les demandes des requérants asile.
Mais finalement, cette position-là ne va plus marcher parce que la majorité du Conseil est complètement changée sur ces sujets-là. Bon, je pense alors qu'il y a une situation dans les prochains futurs, si on va à penser ce qu'il arrive en Libye, et on peut douter que s'il y a une véritable guerre civile en Libye, tout le monde qui va partir de la Libye, ils sont des véritables réfugiés. Bon, alors face à cette situation de chaos total parmi les États, parmi les institutions européennes, bon, il y a la tragédie du naufrage des migrants, mais il y a aussi le risque d'un naufrage du projet européen même. Et je pense que la chose la plus importante, où il faut reprendre les méthodes communautaires, c'est la question migratoire. Mais si j'ai terminé mon temps, parce que sinon à notre... oui, on peut parler aussi d'autres choses, comme la dimension sociale ou encore d'autres choses. Merci. Là encore, l'Italie, évidemment, est présente une particularité certaine par rapport aux autres pays que nous avons eu l'occasion d'examiner. C'est qu'en Italie, effectivement, ces mouvements ont réussi à se hisser au gouvernement. Ce qui, dans la plupart des autres États, alors ça dépend, il y a quelques coalitions malgré tout, mais est une des particularités, et le développement de la vie politique italienne ces derniers temps a montré suffisamment le ferment de dissension qui pouvait effectivement s'inscrire dans le cadre de la construction européenne, bien sûr. Bon, après, chez nous en Italie, il y a une forme gouvernementale parlementaire. Chez un parlementarisme, la majorité va se former après les élections, naturellement. Et bon, ce n'était pas vrai que la Ligue, il avait gagné un gouvernement de la Ligue et des 5 étoiles. Parce que aussi les 5 étoiles et les partis démocratiques pouvaient avoir une majorité en Italie. C'était un choix politique du Parti démocratique de ne faire pas une alliance. Et c'était nécessaire de donner un gouvernement. Il n'y avait pas la condition politique pour faire une grosse coalition, parce que les partis, la Ligue et les 5 étoiles ne voulaient pas. Et finalement, c'est pour ça qu'on a eu on a attendu plusieurs mois pour avoir un gouvernement en Italie. Et finalement, c'était l'unique moyen pour avoir un gouvernement en Italie, mais ça va changer, je pense, avec les élections européennes, parce que maintenant, bon, on voit que M. Salvini, mais c'est normal parce que c'est un vice-président, mais c'est les leaders du parti les plus forts aux prochaines élections. Et bon, dans une forme gouvernementale parlamentariste, avec des gouvernements de coalition, il y a toujours un gouvernement à polarité déségale, on peut dire comme ça. Oui. Et bon, à mon avis, mais là je parle naturellement plutôt comme un journaliste, mais pas naturellement professionnel, mais tout simplement publiciste. Mais à mon avis, je pense qu'on va avoir en Italie des élections dans le prochain automne. Parce que la prochaine loi financière va être très dure et je ne pense pas que les partis les plus populistes veulent voter cette loi-là. Je pense, mais naturellement c'est une hypothèse, qu'on va avoir quand même une crise du gouvernement dans le prochain automne. Et après, on va voir s'il y aura de nouvelles élections ou un gouvernement technicien, par exemple. Là, on va voir si effectivement cette prévision qui voit le dieu du mécontentement qui porte ses partis manger ses enfants au fur et à mesure qu'il les a créés, parce que arriver à satisfaire les mécontentements, c'est évidemment
extrêmement difficile, et ça n'est pas exactement ce que propose ce type de parti. Vous l'avez dit, l'exemple italien, quand on le rapproche de l'exemple espagnol, sont assez intéressants parce que vous nous avez dit tout à l'heure que la crise en Catalogne avait développé ce sentiment nationaliste qui était un des piliers peut-être du développement de Vox. L'évolution de la Ligue en Italie est intéressante à cet égard et montre le caractère très protéiforme de ces partis ou de leur doctrine, puisque la Ligue, si mon souvenir est exact, était d'abord la Lega Nord, n'est-ce pas? Et elle s'était fait un fonds de commerce de défendre le nord de l'Italie, et l'ennemi, c'était le sud, ce sud qui est d'une grande noblesse intellectuelle, comme le montre le professeur Patroni Griffi, qui nous vient directement de Naples, mais dans le regard de la Ligue, eh bien le sud, c'était plutôt le boulet qui était accroché et sans lequel Milan eh bien, serait à la tête de l'Europe. Et puis on voit que finalement, on a trouvé plus au sud des facteurs de mécontentement plus intéressants et que cette ligue maintenant est devenue la ligue de l'Italie entière, n'a pas hésité à présenter des candidats à Naples, mais même en Sicile. Alors, ma question, justement, je voudrais revenir auprès de M. Bassett, qui évidemment, toute la liberté de répondre aussi sur tel ou tel point qui lui aura paru intéressant, mais il y en a deux particulièrement qui m'intéresseraient. Ce serait de savoir quelle est la position de Vox, dont vous nous avez dit le caractère finalement très espagnol. Quel est son regard sur la construction européenne? Est-ce que c'est un regard plutôt bienveillant ou au contraire, est-ce que, parti de mécontents, il a aussi essayé de rallier à lui les mécontents de l'Europe? Et puis le deuxième angle, qui est un peu différent, c'est celui du rôle des institutions. Parce que le fonctionnement de nos États fonctionne à la fois sur les institutions des constitutionnalistes, sur la vie politique que les analystes politiques et les journalistes étudient évidemment les premiers. De quelle manière est-ce que les institutions espagnoles peuvent servir de marchepied, comme on l'a vu en Italie, ou au contraire de facteurs de modération face au développement de ce type de parti? Ce ne sont pas des questions faciles. Il faut dire que Vox, c'est un parti en formation, c'est pas un parti, même si vous pourrez faire ces questions au principal dirigeant, plutôt quand on lui demande des choses comme ça, il dit qu'il n'en sait rien, pas encore. En économie, il ne sait rien. En Europe, plutôt, ce qu'il sait, ce qu'il aime beaucoup, ce que dit Marine Le Pen, ce que dit Salvini, ce que dit Steve Bannon, c'est-à-dire l'identité, il y a l'approximation, c'est clair. Mais en tout cas, il faut tenir en compte que Vox, les origines de Vox sont très claires. Vox est un parti qui sort du Parti populaire. Il faut faire attention à une question que ça sera pour les historiens. Mais on parlait avant de commencer cette table ronde sur l'entrée de Berlusconi au Parti populaire européen. L'initiative, l'invitation pour entrer au Parti populaire européen a été faite par M. Aznar. C'était lui qui a eu l'idée d'intégrer Berlusconi dans les partis populaires. Et je reviens à la question de ligne rouge, parce que pour moi, ça c'est une question qui est plutôt, en plus c'est très intéressant pour la CDU-CSU. Qu'est-ce qu'on fait avec l'extrême droite? On l'intègre, on essaye de reprendre ce sujet et essayer de détruire les bases électorales, ou on fait des ceintures sanitaires pour éviter la contamination. Donc, Aznar, il a fait un grand travail d'intégration. C'était une autre époque, il faut le dire, parce que c'était l'époque de l'euro-optimisme, l'époque de la construction de l'euro. Et maintenant, c'est Aznar aussi qui, depuis son think tank, qui s'appelle FAES, et contre Rajoy, il a inspiré cette espèce de reconstruction de la droite avec trois bras. C'est-à-dire une droite, je suis d'accord, Günther, avec vous, on ne peut pas dire que ce sont des fascistes, des franquistes, mais c'est extrême droite. Oui. C'est la droite de la droite. Et c'est une droite très identitaire. Un point suprémaciste, très préoccupé avec les remplacements, les mythes de la création de la nation,
ils sont très attachés. Ils parlent en Espagne, logiquement, de la reconquista contre les morts. Ça les inspire sur la migration. Il faut faire attention parce que je pense que si on sait que les origines électorales, plutôt que les origines électorales, les motivations électorales ont été les pulsions antinationalistes contre les nationalismes catalans, finalement, ça sera l'immigration, ce qui va les donner la force. Parce qu'on ne peut pas oublier que l'Espagne, c'est aussi le sud de l'Europe. Nous avons des villes qui sont des enclaves au nord de l'Afrique, qui sont Ceuta et Melilla, où on a des problèmes très graves d'infiltration des émigrés sans documentation. On y a en plus des problèmes de droits humains très durs là-bas. Donc, ça, l'impulse immédiat, ça a été la réaction contre la sécession catalane. Ça c'est ce qui les a donné beaucoup de voix en Andalousie. Ils vont exploiter ça, tous les trois droites vont l'exploiter dans les élections générales et dans les européennes, mais à moyen terme, je pense que, et plutôt à court terme, la question de l'immigration, elle va ressortir. Institutions, ça c'est une très importante question parce qu'il faut dire que l'Espagne, elle se trouve dans un moment dans lequel les institutions, elles ont été mises d'une certaine façon dans une position très difficile avec la sécession catalane. C'est-à-dire le tribunal constitutionnel, il a un rôle très central dans toute l'opposition à la sécession. Les tribunaux, maintenant, il y a dans le tribunal suprême, il y a le jugement contre les leaders sécessionnistes. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on peut dire que l'institution constitutionnelle espagnole, elle se trouve dans une espèce de stress test dans lequel on les a mis à preuve de résistance. J'espère que les stress tests, on va sortir mieux que de certains stress tests bancaires et que ça va marcher. Mais il faut le dire, c'est les coups plus forts qui a reçu les institutions espagnoles depuis le 23 février, l'essai de coup d'État. Ça n'a été pas un coup d'État, je ne suis pas... La droite espagnole, elle parle de coup d'État. Si ça a été un coup d'État, ça a été un coup d'État échoué. Il n'a pas fini, en tout cas. Il y a eu certainement des projets de coup d'État, mais ça n'a été pas un coup d'État. Mais en tout cas, l'institution, c'est vrai qu'elle se trouve en question. Il y a une partie importante de l'électorat qui a, d'une certaine façon, se distancer du consensus constitutionnel. C'est tout, en Catalogne, c'est bien clair. La gauche aussi, Podemos, c'est un parti que, d'une certaine façon, pourrait faire une espèce de processus constitutionnel nouveau qui parle de la constitution espagnole actuelle comme si c'était de la prolongation du franquisme. C'est-à-dire, les moments... Pour cette raison, je pense que ces élections-là sont très importantes parce que c'est très clair, on se trouve dans un dilemme très clair où on va vers un gouvernement très à droite, constitutionnel du point de vue formel, mais pas du point de vue de l'inspiration, avec une lecture de la Constitution partielle. Il y a un article très important dans la Constitution espagnole, très peu connu en dehors de l'Espagne, mais que c'est très important, parce que c'est un article qui a été, d'une certaine façon, contrôlé par les forces en présence dans les moments de la transition, entre lesquels on avait, bien sûr, les militaires. Et cet article-là dit deux choses. Dit, l'Espagne, c'est indivisible, on ne peut pas diviser l'Espagne, mais il dit autre chose. La droite, elle se souvient que de ça. Mais elle dit autre chose. Elle dit, l'Espagne, c'est un État des autonomies dans lequel les régions et les nationalités ont les droits à l'autonomie. Et ça, c'est dans les mêmes articles. Donc, si on veut impugner cet article par raison
de l'unité, on ne peut pas le faire par la raison de l'autonomie. Alors, ça c'est un article du point de vue des constitutionnalistes plutôt défectueux, plutôt discutable. Mais du point de vue politique, c'est le modèle de comment on peut arriver à consensuer entre des points de vue absolument incompatibles. Et qu'on a reçu à faire vraiment une constitution qui a fait un grand service pendant 40 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une droite que ne veut que lire qu'une partie de cet article et des indépendantistes et une certaine gauche qui ne veulent lire aucune part de cet article parce qu'ils ne veulent ni l'unité ni l'autonomie. Il veut l'indépendance directement. Donc ça, c'est, je dirais, même si on me demandait quel est le point de la Constitution qu'on est en jeu dans les prochaines élections, c'est ça. C'est savoir s'il y aura un gouvernement qui va faire une gestion néo-unitariste, néo-centraliste de l'Espagne. Ça, on va revenir d'une certaine façon à des moments pré-constitutionnels, ou si on va vers un renouveau du consensus constitutionnel dans lequel, bien sûr, on n'aura pas de l'indépendance de la Catalogne, mais on n'aura pas une recentralisation, sinon un renouvellement du pacte constitutionnel dans lequel on reconnaît les droits de la Catalogne, du Pays Basque, de la Galice, au self-government. Merci beaucoup. Vous avez évoqué les grands mythes et l'importance des grands mythes dans la mobilisation des populations et dans le succès de ces partis. Cela rejoint, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, une des questions que nous sommes souvent posées dans ces conférences sur le storytelling qui était destiné à soutenir l'idée de construction européenne. Il est certain que créer un storytelling, c'est peut-être l'équivalent de ces mythes qui ont fondé chacune de nos nations depuis plusieurs centaines d'années, qui ont épuisé des dizaines de générations d'historiens pour les fabriquer. Et alors, il faut pour l'Europe peut-être arriver à trouver le bon storytelling. C'est une question importante. L'Espagne et l'Italie se sont longtemps caractérisées, quand on les compare avec l'Allemagne, peut-être avec la France aussi, par une certaine division à l'intérieur du pays, entre le nord et le sud, entre les différentes régions autonomes qui constituent depuis toujours l'Espagne, et vous y avez réinsisté, cher monsieur. L'Allemagne, en comparaison, du moins l'Allemagne moderne, s'est caractérisée peut-être, au-delà de son caractère fédéral, tout de même par une certaine unité, me semble-t-il. Mais je parle sous votre contrôle, notamment l'Allemagne de l'Ouest, et le grand afflux de toute la population de ces 12 millions d'Allemands qui ont dû quitter tous les territoires de l'ancienne Allemagne étendue vers l'Est, finalement a créé une espèce de creuset d'une Allemagne peut-être assez autonome. Et puis alors évidemment, la réunification du pays a intégré, là pour le coup, un facteur de séparation, de division. Et on dit souvent que si le mur n'existe plus, il continue d'exister dans les têtes ou dans les cœurs, selon. Quel est, pour ce qui est de ces mouvements populistes, le rôle de la distinction entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est? Je crois que Mme Petry était de l'Est de l'Europe, alors que Mme Weidel, par exemple, est plutôt tout à fait typique des Européens de l'Ouest, vivant en Suisse, où elle a fait une partie également de ses études. Ce serait une première question, le rôle de la distinction Est-Ouest. Et puis la seconde, c'est la gauche. Alors vous avez parlé des populistes de droite. Est-ce qu'un parallèle peut être fait avec les politiques de gauche? On parle notamment de l'évolution de Die Linke, qui s'est séparée tout de même du Parti socialiste, du rôle de Mme Wagenknecht, qui a aussi proposé une espèce de gauche intégrant peut-être quelques-uns des éléments qui ont fait la fortune de l'AfD seconde manière, comme vous l'avez dit, avec, au-delà de l'opposition à l'Europe, peut-être l'opposition à l'immigration. Voilà peut-être oui. deux éléments complémentaires. Merci. D'abord, laissez-moi juste dire un mot bref sur les institutions, puisque vous avez demandé. L'AfD dit clairement, on est sur la base du Grundgesetz, de la Constitution de l'Allemagne. D'ailleurs, l'AfD est représentée dans tous les parlements, dans tous les 16 parlements des Länder maintenant, et dans le Bundestag. Mais elle est isolée. Vous avez peut-être suivi en France ou non, parce que c'est pas un grand événement.
le reste des parlementaires n'ont pas élu un vice-président ou une vice-présidente du Parlement avec les couleurs de l'AfD, bien qu'elle aurait droit, d'après la Geschäftsordnung, comment on dit, le règlement du Bundestag. Tertio, la fameuse Cour constitutionnelle a limité le champ pour défendre un parti politique très étroitement. Même des partis anticonstitutionnels ont le droit de faire leur propagande, de parler. Après, un trick, comme on dit, une astuce typiquement de constitutionnalisme, peut-être, ou moi je dirais plutôt politique, seulement s'ils deviennent trop puissants, on peut les défendre, ce qui est, d'après moi, complètement idiot. Si un parti est puissant, on ne peut plus le défendre, on peut le défendre quand il est faible, mais n'importe comment. Un mot aux lignes rouges dont tu as parlé, Luis. La CSU en Bavière, qui a vu des élections aussi l'année dernière, a essayé avec un discours très à droite de accaparer les sujets du AfD. Ça a eu deux conséquences. Premièrement, ça n'allait pas de pair avec la CDU de Mme Merkel, donc dispute interne, et on sait de tous les sondages possibles que les disputes internes dans des partis politiques sont absolument nocives. Le grand public ne veut pas que les partis se disputent en eux-mêmes. Deuxièmement, le CSU a subi, en fin de compte, un échec terrible. Heureusement, pour ainsi dire, ils ont fait un virage juste à la fin d'adoucir leur discours un peu, de détroitiser leur discours un peu, parce que les gens ont dit, mais si eux, ils veulent la même chose que la AfD, on vote AfD, on vote l'original. On connaît les Bavarois, le CSU, ils font toujours une référence devant les eurosceptiques et après, ils font rien du tout contre l'Europe, contre l'euro, contre le sauvetage de la Grèce, contre n'importe quoi. Ce n'est pas crédible. Ce tournant droitiste, évidemment, vient du vieux beau mot de Franz Josef Strauss. À droite de la CSU, il peut seulement y avoir Genghis Khan. Pas de parti démocratique légitimé à droite de la CSU, ce qui est perdu maintenant, parce que la AfD est dans la Landtag en Bavière aussi. Est-Ouest. Certainement la faille qui est toujours en Allemagne, vous avez parlé du mur dans les têtes ou dans les cœurs. Ça existe toujours pour des raisons très diverses, que serait trop long. Question que les retraites ne sont pas encore tout à fait pareilles en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest et des choses comme ça, bien qu'aucun Allemand de l'Est n'a jamais su m'expliquer pourquoi on devrait donner la même retraite dans cette partie du pays si les loyers sont, sauf quelques grandes villes, la moitié ou un tiers des loyers en Allemagne de l'Ouest. Et en général, si vous faites des courses en Allemagne de l'Est, vous croyez dans le paradis en partie. Hein. Les prix, je veux dire, des marchandises. Il y a tout, évidemment. Pas seulement des bananes, comme Otto Schily l'a dit dans le temps, mais il y a tout, mais moins cher qu'ici. C'est dans la tête, c'est, je crois, aussi un manque d'éducation démocratique. Il ne faut pas oublier que les Allemands qui ont vécu dans l'Est tout le temps n'ont pas connu une vie démocratique depuis 1933. La réunification était en 1989. Ça fait plus que 50 ans. Donc, il y a entre 2-3 générations qui n'ont pas connu une vie politique démocratique au sens gouvernement responsable, élections libres, partis qui se font la concurrence, etc., etc. Mais le plus important, je crois quand même, c'est ce sentiment qui existe, que nous sommes des Allemands de deuxième classe. Aujourd'hui, il y a
Il est sorti une statistique de la Bundesbank, de la BUBA, de la Banque centrale de l'Allemagne. Les fortunes des Allemands. Très compliqué, je ne vais pas raconter tous les détails de cette étude, mais une chose est claire, que la fortune des Allemands de l'Est fait un tiers à peu près de la fortune des Allemands de l'Ouest. C'est explicable assez facilement. Par exemple, en Allemagne de l'Ouest, évidemment, il y a beaucoup plus de monde qui a des appartements, qui a des maisons. En plus, ils valent plus que les appartements et les maisons en Allemagne de l'Est. Et il leur manque un certain temps de 3 décades, 4 décades, de faire une certaine épargne, etc. Mais ils se sentent comme Allemands de deuxième classe. Pour une raison, pour une autre, il peut y avoir des raisons véridiques. Par exemple, on dit toujours, aucune des grandes entreprises en Allemagne, Siemens, Allianz, Bank, Industrie, n'ont leur siège en Allemagne de l'Est. Ils sont tous basés en Allemagne de l'Ouest. Si on leur dit, écoutez, on a eu un président de l'Allemagne de l'Est, on a eu une chancelière qui est allemande de l'Est pendant 16 ans, bientôt. Ils se sont adaptés à l'Allemagne de l'Ouest. Ils ont parlé comme un Allemand de l'Ouest, le président ou la chancelière. Alors, ça, c'est plutôt sentimental. Un trait commun, je crois, si je ne me trompe pas, vous avez parlé en tant que constitutionnaliste du peuple. Je crois que les populistes, ils disent tous la même chose. Nous, on représente le véritable peuple, le vrai peuple. En Allemagne, c'est un fonds de commerce qui est là parce que vous savez que la réunification a été faite sous le slogan « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple. Évidemment, les anciens résistants contre le régime communiste en RDA sont ahuris de cette comment dirais-je, cette voilà, récupération de leur slogan, mais c'est « nous sommes le peuple », ça veut dire il y a des élites là d'un côté, les élites comme le fameux politologue britannique, dont j'ai oublié le nom tellement le fameux, a dit, il y a the nowheres and the anywheres. Une élite cosmopolite qui travaille pendant quelques années à New York, à Paris, à Berlin, à Francfort, n'importe où, et il y a ceux qui sont, par leur existence, par leur métier, par leur situation matérielle, cloués à l'endroit où ils sont, qui ne peuvent pas changer de place sans problème. Les enfants n'ont pas les mêmes chances de monter, bien que ça aussi, si on regarde de près, nos sociétés sont tous, comment on dit, le fameux élévateur social ne marche pas pour tout le monde. Ça, c'est bien clair. Mais il y est quand même, peut-être moins qu'après la guerre, mais c'est normal. Après la guerre, il y a toute une génération qui a manqué, qui sont morts dans la guerre, surtout des hommes. Donc, c'était plus facile de monter dans une entreprise, dans l'administration, en politique, etc. Mais ça, c'est un point, c'est les deux points, je crois, qui lient d'ailleurs aussi, puisque vous avez demandé, populiste de gauche, populiste de droite. Nous représentons le vrai peuple. Les élites, ils dénaturent la démocratie. Ce n'est pas vraiment démocratique, c'est un régime, Aristote il aurait dit, oligarchique ou même plutocratique. C'est-à-dire c'est une petite couche de anywheres. Ceux qui peuvent vivre partout, travailler partout, qui vous dirigent, vous, que vous êtes pas seulement somewheres, mais des fois nowheres. Vous êtes là, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants des écoles chères, etc., etc., etc. Ça, vous avez le même discours de la gauche et de la droite. Après, les sujets peuvent varier, mais Madame Wagenknecht, puisque vous avez mentionné ce nom, a commencé à jouer aussi un peu légèrement sur la question de migration. Ça aussi, c'est une fameuse hypothèse d'un politologue américain. On ne peut pas avoir État-nation
et État social, Sozialstaat, on peut avoir ou l'un ou l'autre. Non. L'État national et l'État social vont de pair. Si on dissout l'État national, par exemple dans l'Europe, l'État social souffre logiquement à cause des transferts que vous avez, à cause des travailleurs qui viennent de l'Est, de Bulgarie, de Roumanie, de Pologne, le fameux Polish plumber, le plombier polonais, qui a joué un rôle aussi en France, je crois. Donc, ça c'est à réfléchir. C'est pour ça que certains politologues et constitutionnalistes aussi en Allemagne, de gauche, déclarés de gauche, sont devenus, ou ont toujours été, je ne sais pas, un peu anti-européens. Je ne sais pas si le nom de Fritz Scharpf vous dit quelque chose, ou un directeur même d'un institut Max Planck de sociologie, Wolfgang Streeck, qui a défendu cette thèse, et Madame Wagenknecht a fait ça aussi, mais vous savez qu'elle a été malade pendant 2 mois, elle était absente de la scène politique, et j'ai vu une interview avec elle. D'ailleurs, c'est un personnage sympathique, comme ça, si vous parlez avec elle, et elle a du bon sens, elle parle un langage que les gens ils comprennent, ce qui n'est pas toujours, c'est pas tous les hommes et femmes politiques qui le savent, mais elle a clairement déclaré que tout ça, c'était trop pour elle. Elle se retire pratiquement des fonctions qu'elle avait, et son mouvement qu'elle a fondé, Aufstehen, levez-vous. Comment c'était le truc là de Stéphane Hessel, indignez-vous, c'était un peu ça. Sans elle, ça ne va pas exister. Ils font un personnage convaincant, et je crois que ce n'est pas elle et son mari, Oscar Lafontaine, qui auraient les mêmes qualités qu'elle à 75 ans, je crois, entre-temps, trop vieux. Donc, en Allemagne, moi personnellement, je crois que le populisme de droite est en déclin. Je crois pour les élections européennes, tant que l'AfD va avoir moins de voix que dans les élections fédérales, bien que, je ne sais pas, il y a beaucoup d'Espagnols, sans doute aussi des Français, des Allemands, qui ne prennent pas les élections européennes trop au sérieux. Alors ils font des Denkzettelwahlen, des votes, comment on dit, des votes de punition, quoi. Voilà, mais je crois la AfD, par des scandales qu'il a eu. Vous avez parlé de Mme Weidel qui a reçu des fonds d'argent, plus que 100 000 euros, 130 ou 140 000 euros. On ne sait pas qui, ça vient de la Suisse. Quand les Allemands, entre-temps, ils entendent Suisse, ils disent « Oh, c'est de l'argent blanchi, c'est sur des comptes secrets, etc. » Donc, il y a toujours le leadership qui n'est pas uni. Moi, je crois qu'ils sont en déclin, et je crois en Allemagne, le PDS, Die Linke, ancien PDS, ancien parti communiste de l'Allemagne, ils ont toujours cette discipline de parti. Ils ont cassé les reins de Mme Wagner. Elle a dit elle-même, j'ai été mobé, comment dire, harcelé dans mon propre parti. Vous savez, les anciens communistes, ils savent encore comment y faire. Hein. Ce n'est pas des zéros. Hein. Ils sont toujours là, dans le parti de la gauche. Et merci de ce regard là encore très complémentaire. Vous avez évoqué la figure de Stéphane Hessel, dont j'ai le souvenir d'une conférence donnée dans cette salle là où nous sommes avec notre cher ami Alfred Grosser, dont la salle où nous nous trouvons porte désormais le nom. C'était une belle conférence. Alors vous avez évoqué également la question des transferts, et ça c'est une question aussi qui est intéressante dans l'Italie. Est-ce que le parti qui est actuellement ou les partis qui sont actuellement au pouvoir, cette coalition un peu étonnante, comment gère-t-elle la question des transferts, non seulement des transferts d'argent, non seulement au sein de l'Union européenne, parce que c'est une question qui en Allemagne a joué un rôle, je crois, très important et qui a été une opposition importante à la construction européenne, c'est l'idée que la mise en place de la construction européenne impliquerait automatiquement la mise en place de ce qu'on appelle la transfer union, c'est-à-dire que l'Union européenne serait une union de transfert, ce qui veut dire que l'Allemagne devrait transférer des fonds
vers les pays périphériques pour leur permettre de se développer. Alors cette problématique au plan européen, Communautariser la dette par eurobonds, ou quelque voilà, chose notamment comme ça. ou dépenser par la dette, par l'inflation, par différents moyens, en tout cas d'organiser des transferts économiques des pays riches vers les pays pauvres, ce à quoi d'autres répondent peut-être, mais l'union monétaire aussi implique des transferts massifs en faveur de l'Allemagne, puisque c'est elle qui est la plus puissante, automatiquement, eh bien, elle assèche les territoires périphériques à son propre profit. Donc chacun voit le transfert dans le sens qui lui déplaît. Mais les transferts sont aussi nécessaires peut-être au sein de l'Italie. Je sais que actuellement la coalition en Italie a mis en place des politiques au plan universitaire ou dans d'autres domaines qui tendraient à favoriser certaines régions par rapport à d'autres. Est-ce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité? Qu'est-ce que cela peut donner en termes d'adhésion du peuple à ce parti selon les différentes régions? Bon, en Italie, on rapporte à l'Allemagne qu'ils ont eu une solution à la question de l'Est dans quelques années. Nous, on n'a pas... après l'unification est née la question méridionale, qui avant l'unification nationale, il n'y avait pas de question méridionale. Et on n'a pas... Finalement, il y a un incroyable décalage entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Et en plus, dans les périodes de crise, ce décalage-là, il va dire la SVIMEZ, qui est le centre de recherche sur le développement du Sud, il a monté encore plus. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé aussi entre les riches et la classe moyenne en Europe. Dans les périodes de crise, les données de l'OECD vont dire que les riches ils sont encore plus riches. Et le décalage entre les riches et les pauvres, il est augmenté dans une manière très sensible. Peut-être alors que finalement, pour sortir de cette situation des crises de l'Europe, finalement, c'est au même temps d'avoir plus d'Europe et une Europe un peu pas différente, une Europe qui va à découvrir l'esprit des pères constituantes de l'Union européenne. Il y a un manque de classe politique européenne aujourd'hui incroyable. Je ne sais pas si on peut voir dans le scénario de notre pays quelqu'un comme Adenauer, comme Alcide De Gasperi, comme Robert Schuman. Et ça, c'est une autre véritable question. Et alors, par exemple, on a fait une union économique et monétaire, mais on a besoin d'une union politique, sociale et bien sûr fiscale beaucoup plus importante. Alors la question, ce n'est pas tellement des transferts entre les États, mais la question, c'est de créer des systèmes de transferts entre les personnes, les citoyens européens, les plus riches, les plus pauvres, de créer une véritable dimension sociale européenne. Et bien sûr, pour créer une dimension sociale, il faut de l'argent. Mais, par exemple, il reddito di cittadinanza, des citoyennetés. Bon, il y a des projets de le faire au niveau européen. Et ça peut donner une vision très difficile à gérer d'Europe par les populistes. Finalement, il y a des transferts de l'État, mais on ne va pas... Le peuple, on peut dire aussi, a une sensation d'une absence d'Europe dans ces moments-là, que ce n'est pas du tout le cas. Il faut tout simplement se souvenir de ce qui arrivait dans le passé. Ce n'est pas du tout le cas, mais il y a cette sensation. On pourrait faire quelque chose, mais mon pessimisme, c'est le manque d'une véritable classe politique européenne, et ce n'est pas le cas de politiciens qui parlent d'Europe, mais avec le drapeau européen, mais qui fait sa propre politique nationale. Bon, il faut changer la vision politique, pas une vision étatique tout simplement de l'intérêt de l'État, mais de l'intérêt commun. Et là, il y a, je pense, un véritable problème aussi parce qu'il monte un sentiment contre les élites. En Italie, la parole, c'est la casta.
Non, les sans-côtois surtout, c'était quelque chose contre la caste. Et c'était plus pour ça, non, la demande d'une démocratie directe. Parce que il disait comme ça, un vaut un. Il n'y a pas de, mais ça dépend naturellement. Il y a la pensée d'un inventeur, ce n'est pas la même chose. Par exemple, je pense à la question des vaccini, des vaccins. En Italie, il y avait aussi ce sentiment contre les vaccins. Bon, ce n'est pas le cas qu'un vaut un. L'opinion de la communauté scientifique vaut plus que l'opinion commune. Il y a ce sentiment contre la casta, et il y a un sentiment de l'homme politique d'aujourd'hui, d'avoir le consensus sans avoir une vision qui a un programme dans le futur. Et ça va être très difficile et je ne sais pas si, mais il faut faire quelque chose. Je pense qu'une possibilité, c'est on a maintenant les piliers sociaux signés avec l'accord de Göteborg, mais il faut le faire quelque chose de plus important. Par exemple, qui va créer un rapport au coût de la vie dans les différents pays, naturellement, mais des revenus des citoyenneté, comment ça s'appelle, reddito di cittadinanza. Le revenu de solidarité. Des citoyennetés, oui, des citoyennetés européennes. Une remarque directe. Je suis sceptique quand j'entends des grandes idées, comme vous avez dit, un narratif, on dit en allemand, une storytelling de l'Europe tournée vers le futur, cette fois. Pour des raisons très simples. Premièrement, De Gasperi, Spaak, par exemple, le Belge Adenauer, et Robert Schuman étaient dans une situation complètement différente. L'Europe était détruite encore, en partie au moins. L'idée de la guerre, ou plus jamais de guerre, était dans la tête de tout le monde encore, je crois, sauf quelques fous. Donc la base, je dirais presque historique ou historio-émotionnelle, était complètement différente. Aujourd'hui, on a c'est pas une institution, l'Europe, c'est un enchaînement, un mélange d'institutions qui est vachement complexe. Les institutions, déjà. En plus, on n'est plus dans le cadre de 6 États qui étaient d'un niveau disons d'une idéologie, sans parler maintenant de droite ou gauche, mais l'idée d'ensemble qu'ils avaient d'eux-mêmes et de l'Europe était plus ou moins voisin. Le développement économique, malgré les différences qu'il y a toujours eu un peu, était quand même comparable. Maintenant, on est à 27, 28, 27 bientôt, avec la Roumanie, avec la Bulgarie, avec la Grèce, avec des niveaux matériels, financiers, très différents. Par exemple, je ne crois pas que c'est une bonne idée de parler d'un SMIC européen. Le réflexe, c'est une idée assez compliquée et en elle-même même pas bête. Mais le réflexe des gens, c'est que tous les Grecs croient qu'ils vont recevoir plus. Tous les Allemands vont dire « Ah ben, on va encore payer pour les Grecs ». Système de retraite, unifier le système, ou le système de chômage, un exemple que j'ai récemment entendu en France, un chômeur qui a gagné, quand il a travaillé 10 000 euros en France, reçoit une indemnisation entre 6 000 et 7 000 euros. En Allemagne, l'indemnisation est, comment on dit, plafonnée strictement à 2 500 euros. Si vous avez gagné 250 000 euros par année ou si vous avez gagné 25 000, bon, le plafond, c'est ça.
Et donc, harmoniser tout ce système, et sur le plan légal déjà, les pauvres juristes qui doivent trouver là des compromis, je les plains déjà maintenant, mais aussi sur le plan politique, il me semble que c'est... Moi, pour vous dire la vérité, Macron d'ailleurs, il a essayé avec son discours de la Sorbonne et son discours sur la PNIX à Athènes de lancer exactement ça. Une grande nouvelle idée de l'Europe, l'Europe qui protège, etc., etc., tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il est devenu? La machine européenne est comme un moulin à café. On met des graines dedans et ils sortent des petites poussières dessus. De Macron, des idées de Macron, il y a quoi qui s'est réalisé? Les Allemands, ils ont dit de suite, transfert Union, un budget pour la zone euro, je crois, Macron, il avait dans la tête 100 milliards ou 200 milliards ou quelque chose. Ouais, disons 10 milliards, et ça, pas dans un budget séparé, mais dans le budget général de la communauté, et on met le titre dessus, budget eurozone. C'est comme ça qu'elle avance l'Europe. Évidemment, vous pouvez faire éclater l'Europe. Ça, c'est une question, on peut dire, c'est devenu trop complexe. Il y a des pays qui sont allés ensemble et qui ne vont pas ensemble. Donc, ça, c'était l'idée de l'Europe à géométrie variable, c'est-à-dire l'Europe à 2 vitesses ou 3 vitesses, ou je ne sais pas combien. Tout ça, ça n'a pas marché. Les idées ne manquent pas. Il y a eu combien d'idées sur une nouvelle configuration de l'Europe? Des centaines ou des dizaines, pour ne pas exagérer. Aucune n'a marché. C'est devenu une machine qui a son propre rythme, qui fonctionne. Et si vous commencez à mettre des bâtons dans cette machine, vous risquez plutôt de s'arrêter, qu'elle s'arrête. Moi, je suis pour une Europe plus flexible, sans pouvoir vous dire exactement comment il faut la construire, mais l'idée unifiante, le grand nouveau projet, der große Sprung nach vorn, comme disait Mao Tse-tung, le grand bond en avant, je n'y crois pas. Et en tout cas, vous avez trouvé la meilleure des idées. L'Europe, c'est la machine à café, on met des grains dedans, il en sort une petite poudre. Mais c'est la petite poudre qui a cet effet si merveilleux sur notre bonne humeur, qui nous réveille le matin, qui nous stabilise l'après-midi, qui a cette odeur à tout autre incomparable. Parce que si vous avez croqué les grains qu'on met dans la machine à café, c'est tout à fait imbuvable. Et donc, moi, cette comparaison me paraît merveilleuse, parce que grâce à l'Europe, eh bien, le café va nous rendre plus actifs. Alors, après, les Italiens, évidemment, ont contribué très largement à cette merveilleuse invention. Alors, nous avons fait un tour extrêmement enrichissant. Je suis certain que tout ça a donné lieu à des réflexions nombreuses de la part de l'assistance. Et je vois déjà un certain nombre de mains et de bras qui se lèvent. Nous avons un micro, si vous voulez bien le donner peut-être à monsieur qui est au fond de la salle. Bonjour, 2 questions rapides. D'abord pour monsieur Andrea. Donc, je voulais parler de Jules César. Jules César d'actualité, donc Jules César Mussolini. Donc, je voulais savoir, donc c'est un coup de la Fraternité d'Italia pour essayer d'exister par rapport à la Lega. Donc, je voulais savoir qu'évoquait encore Mussolini. D'après mes amis italiens, sont un peu gênés, mais semble-t-il, Mussolini garde une certaine popularité. On dit toujours les bâtiments, les autoroutes. Et la même question miroir pour M. Bassett. En fait, que pensez-vous de M. Sanchez qui a voulu déterrer Franco au monument de Los Caídos, qui a beaucoup de polémiques? Et je voulais savoir donc, où en étaient les polémiques. Et en fait, est-ce que Franco, que veut dire Franco? Est-ce qu'il a encore une certaine popularité dans la droite espagnole? Merci. Exactement, oui, et c'est exactement ça. Si on ne va pas trouver une idée, peut-être une Europe plus flexible, peut-être aussi à géométrie variable, parce que l'euro déjà c'est une géométrie variable, et aussi la dimension sociale, Schengen, et l'Europe c'est la place de la symétrie, non? Mais sinon on va revenir à l'état
à l'État national. Et on sait déjà quel est le résultat en Europe des États nationaux. On peut penser tout d'abord qu'ils vont être des intérêts commerciaux contre, mais j'imagine dans les prochaines générations sans l'Europe, on va aussi avoir une situation d'une véritable guerre aussi, je pense, sans l'Europe. Et par contre, par Mussolini, on vient d'approuver en Italie une loi, on n'avait pas ça en Italie, en différence de l'Allemagne, que c'est interdit d'avoir aussi, je ne sais pas, de l'image de Mussolini. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a eu aussi une déclaration d'un homme politique très importante en Italie, parce qu'il y a souvent quelqu'un qui dit « Ok, mais Mussolini a fait aussi quelque chose de très bon. Aussi quelque chose de bon, parce qu'il y a eu aussi le début de l'État social en Italie et autre chose. Mais je peux répondre comme a répondu la sénateur juive italienne, la sénatrice Abi, qui a répondu bien. C'est vrai que le train au temple de Mussolini était au temple juste et n'était jamais en retard. Mais ces trains-là, ça arrivait aussi que portaient les Juifs dans les champs de concentration. Et là, ça suffit, ça. Franco. Bon, il faut dire que, d'abord, sur le Valle de los Caídos, pour moi, c'est une décision qui arrive trop tard. Donc, c'est une bonne décision. Je ne vais pas m'étendre expliquant quel est le statut de propriété, comment on a géré, mais c'était vraiment inadmissible d'avoir dans un monument de propriété publique théoriquement dédié aux morts de la guerre civile avec une tombe de préférence pour le dictateur qui a été le responsable de cette guerre civile. Donc c'était d'une certaine façon une monstruosité. Les moments dans lesquels il était arrivé, ça c'est une question dans laquelle on peut discuter plus de questions plus politiques. Je pense que Franco n'a pas beaucoup ne soulève pas beaucoup de nostalgie en Espagne, même pas dans la droite, même s'il y a dans la droite, il y a des racines, des mémoires, etc. On sait bien qu'on ne peut pas faire de Franco dire des choses comme, ni même sur le train. On sait que le développement de l'Espagne aux années 50 et 60, c'était pas l'œuvre de Franco, c'était l'œuvre déjà, avant la lettre de l'OCDE, de l'Europe, de la future globalisation, de tout ce qui s'est devenu réalité avec la Constitution de 78. Donc l'Espagne, heureusement, a commencé son développement et son approximation en Europe avant la mort de Franco. Et Franco, il n'était en aucun cas responsable du développement de l'Espagne. Donc je pense que s'il y a Vox, c'est vrai que Vox, il utilise des réflexes franquistes pour avoir des voix, mais je pense que Franco, vraiment, il est mort, il est très mort, avec heureusement très mort, avec une question que ça a été plutôt la gauche et plutôt les sécessionnismes basques et catalans qui ont soulevé les fantômes pour attirer des positions à faveur, logiquement, parce qu'après on peut avoir la réaction contre. Donc Franco a été d'une certaine façon un fantôme utilisé politiquement dans les dernières années, pas dans les derniers mois, dans les dernières années. On peut dire dans les 7-8 années dernières, on a vu, surtout à gauche et entre les nationalistes, beaucoup de convocations du fantôme de Franco. Madame ? Une question générale. Pensez-vous que le Brexit va être une
chance pour le déclin des mouvements de populisme en Europe, ou pensez-vous que les populistes se voient affirmés dans leurs idées, dans leur idéologie anti-européenne, parce qu'ils voient, il y a le Brexit et tout se passe plus ou moins bien. Mais oui, que pensez-vous des conséquences pour les populistes du Brexit? Moi, je crois le Brexit risque pas une réaction en chaîne vraiment, que tout le monde veuille sortir de l'Union européenne. Mais tous les mouvements populistes peuvent se dire, écoutez, les Britanniques, c'est l'exemple, comme ils ont déjà fait d'ailleurs après le vote. On peut changer l'Union européenne. Et si, à la rigueur, on en sort, on la change aussi. C'est pour ça que c'est risqué. C'est pas seulement risqué pour le populiste, il y en a même d'autres. Regardez, est-ce que le gouvernement polonais est populiste? Le parti, peut-être le PiS. Est-ce que M. Orban, il est clairement populiste. Ils ont déjà fondé une union, pas une union, mais une coalition en 4 contre le reste, presque tout le reste de l'Europe. C'est pas seulement le Brexit qui joue, il y a des signes un peu de faiblesse en Union européenne, de scission, de division. Le Brexit peut empirer toute cette situation. Non, je voudrais répondre à votre question parce que je pense que, un peu en poursuivant l'argument de Günther, dans les prochaines élections européennes, d'une certaine façon, une des choses qu'on se joue, c'est d'avoir une coalition plus forte que ce qu'on avait déjà dans les parlements européens, des partis d'extrême droite, avec des projets de l'Europe, un projet de l'Europe différent. Un projet de l'Europe que je pense que c'est pas vraiment un projet, parce que ça n'a pas de la consistance, mais c'est un programme politique nationaliste, un programme politique d'une certaine façon contre l'Europe telle qu'on l'a vécu et construit, mais européiste, et qui essaie, européiste au sens qui essaie d'utiliser l'institution européenne pour faire de la politique. Et ça, je pense que c'est la nouveauté de ces élections-là. C'est-à-dire qu'il y aura une fraction peut-être divisée en 2, 3 groupes, ça on verra, mais en tout cas une fraction importante du Parlement européen avec une idée de l'Europe absolument différente, et je dirais même contradictoire avec l'Europe que nous avons vécue jusqu'au moment. Aussi, grâce à les difficultés de la Brexit, ni la Ligue ni les 5 étoiles vont dire qu'ils vont sortir ni de l'euro ni de l'Europe. Mais la Ligue va dire qu'il veut une Europe des nations, une Europe très faible qui va gérer pas beaucoup de choses. Bon, c'est autre chose de l'Union européenne. Et je pense que c'est un retournement au passé, finalement. Oui, je pense, et je pense qu'ils vont, finalement, je pense que peut passer une ligne d'extrême droite, que c'est la déstructuration de l'Europe de l'intérieur, pas plus en sortant de l'Europe. Mais la déstructurer, on peut le dire, déstructurer de l'intérieur. Et ça aussi, je pense que c'est très dangereux. J'aurais 2 questions. Une première,
Quand vous parlez du spectre politique, je ne sais pas si je vais me faire comprendre, mais vous le décrivez beaucoup en termes d'une, si je pense en mathématiques, en termes d'une droite. Et sur une droite, il y a un axe, une direction, du plus vers le moins. Il y a aussi des modèles d'analyse en mathématiques qui sont plutôt de définir des agrégats, des clusters. Et dans les clusters ou dans les agrégats, ce qui est important, c'est d'identifier les facteurs, les paramètres qui permettent d'avoir ce regroupement-là et qui permettent aussi de comprendre qu'il peut y avoir des tensions internes assez fortes et qui semblent correspondre à ce que vous décrivez, c'est-à-dire des éclatements, des tensions. Puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas avantage de poser aussi les débats en termes de, et vous venez de le faire en partie, en termes de centralisation versus décentralisation? Parce que cette problématique-là de centralisation, décentralisation, on le retrouve à tous les niveaux. On le retrouve au niveau des pays, au niveau des structures et donc aussi au niveau européen. C'est l'équilibre entre des décisions qui sont prises de façon centralisée et la perception qu'ont les gens qu'on ne tient pas compte des facteurs de contexte, des facteurs locaux et que les problématiques régionales, locales ou nationales ne sont pas prises en compte dans certaines grandes décisions. Et à ce niveau-là, faudrait-il pas plus réfléchir en termes d'équilibre entre ce qui est centralisation et ce qui est décentralisation et comment on peut l'organiser? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être en réunir quelques-unes. Monsieur? Moi aussi, je me demande si vous êtes intéressé à sauver l'Europe des citoyens de la base, ou vous pensez toujours à l'Europe des institutions. Ça, c'est, à mon avis, un grand problème. On ne parle pas de l'Europe sociale, on en parle peu. On parle d'une Europe politique, procédant du mot politique comme pouvoir, mais pas comme polis power, c'est-à-dire citoyen, civis. C'est là le problème. Où sont les Européens, les personnes aussi diverses, les diverses sociétés, quoi. La base, non pas les institutions. Alors, je crois qu'il y a là des questions effectivement qui sont liées. La tension entre le niveau central et le niveau local est évidemment dans les structures ou dans la construction des structures de type fédéral une question très classique. Les Américains eux-mêmes ont commencé à la fin du XVIIIe siècle, et les Federalist Papers en sont le premier des exemples, à lutter entre ceux qui voulaient d'une fédération américaine et ceux au contraire qui voulaient défendre les colonies qui répondaient sans doute dans un continent immense à des problématiques locales assez différentes. Et certes, on peut imaginer qu'on ait dans l'Europe la même problématique entre une Europe plus fédérale et une Europe au contraire plus respectueuse des identités nationales, à travers cela aussi des problématiques qui sont caractéristiques à chacun des États et qui doivent être prises en compte. Et la question qui était posée tout à l'heure était celle de savoir si le Brexit changeait quelque chose pour les nationalismes. Moi, je crois tout de même qu'il y a une grande évolution et je reviendrai à cette question que vous avez évoquée, qui est que les Brexit tout de même a montré que le discours populiste des partis qui ont plaidé pour le Brexit était typiquement un discours de populiste, c'est-à-dire pas un discours qui est en faveur du peuple, parce qu'après tout, la démocratie et le terme de démos s'appuie tout de même sur le peuple, quelles qu'en soient les visions politiques. Ce que le populisme vend, c'est en réalité du rêve qui n'est fondé sur pas grand-chose. Et le Brexit, on l'a vu, était en réalité porté par des hommes politiques qui n'avaient absolument aucune idée de la manière dont ce Brexit pouvait être mis en œuvre, ni de ce vers quoi il allait tendre. C'était la désorganisation la plus totale. Ceux qui l'ont porté ne croyaient même pas qu'il allait passer. Quand on leur a demandé d'être Premier ministre, ils ont fui autant qu'ils ont pu derrière les tentures de Westminster. Et la pauvre Madame May, qui passait par là, s'est trouvée au pouvoir. Elle a un petit peu de mal à l'exercer. Elle n'a pas l'air de vouloir s'en détacher. On est tout de même arrivé dans une situation qui a montré que tout ça était du vent, et du vent de la plus mauvaise qualité. Alors ça ne veut pas dire que le seul objectif et le seul futur de l'Union européenne soit celui des fédéralistes. On peut avoir des projets pour une Europe d'une sorte ou des projets pour une Europe d'une autre.
la différence avec les populistes, c'est que les populistes, eux, n'ont pas de projet, ils sont simplement contre. Ils ne défendent pas un modèle d'Europe contre un autre modèle d'Europe. Ils sont contre l'euro, ils sont contre les Italiens du Sud, ils sont contre les Arabes de l'autre côté de la Méditerranée, ils sont contre un tas de choses extraordinaires. Mais ce n'est pas avec ça qu'on fait un projet. Alors maintenant, évidemment, ils ont tous quitté aussi rapidement que possible le Brexit devant cette faillite absolue. Et alors, ils essayent de dire maintenant, oui, mais nous, ce que nous voulons rester dans l'Europe, évidemment, parce que les électeurs ne se laissent pas tromper aussi rapidement. Et la plupart des électeurs ont montré dans les sondages, en tout cas, que la sortie de l'euro, personne n'en voulait. Je crois qu'on n'en veut pas plus en Allemagne qu'en France. La sortie de l'Europe, maintenant, fait peur à tout le monde. Et Mme Le Pen, qui nous vendait il y a un an le Frexit, et le sortie de l'euro, maintenant on dit ah ben non, vous m'avez mal compris, moi-même je n'avais pas très bien compris, il ne s'agit pas de sortir de l'euro ni de sortir de l'Europe, en réalité nous voulons une autre Europe. Mais là encore, on n'a pas très bien compris quelle était l'Europe qu'elle voulait, ni l'Europe que pouvaient promettre les autres mouvements populistes. Donc je crois qu'il y a une grande diversité. Hein. Il y a des partis qui sont pour quelque chose, et là, monsieur, on peut être pour une Europe qui est plutôt en faveur d'une responsabilité personnelle ou en faveur de la responsabilité, de la solidarité entre les personnes. On peut développer sans doute aussi bien sur la structure que vous évoquiez, madame, une Europe plus centraliste ou au contraire plus localiste. On peut avoir des Europes de beaucoup de manières, mais je crois que ce qui caractérise les mouvements populistes, et on l'a vu, c'est cette espèce de très grande flexibilité qui tient au fait qu'il n'y a pas d'arête à l'intérieur, il n'y a pas de colonne vertébrale, il y a simplement la volonté de rassembler des mécontentements, et qui peuvent être les mécontentements des Espagnols, qui peuvent être les mécontentements des Italiens, les mécontentements des Allemands, et les Français ne sont pas en reste sur ce plan, mais simplement en rassemblant comme ça des mécontentements qui sont tout à fait différents les uns des autres, eh bien on n'arrive pas à grand-chose. Il y a un autre élément, je crois qu'il faut aussi ajouter dans cette discussion, elle a été évoquée ici et là, c'est que ce qui conduit à une certaine efflorescence peut-être de ces mouvements populistes, c'est aussi l'évolution des moyens de formation de l'opinion publique. Et on a évoqué, je crois que c'était aussi un des thèmes des Cinque Stelle, les Allemands ont essayé avec les Piratenpartei, c'est ce moyen de communication qui est dépourvu de tout ce qui a fait tout de même la force de la démocratie. Et puisque nous avons là deux grands représentants de la presse, eh bien, pendant très longtemps, l'opinion publique s'est formée autour de la presse, et il est heureux qu'elle le soit encore, et la presse elle-même évolue de la presse écrite vers la presse informatique pour essayer de continuer d'embrayer sur la société, en dehors du modèle économique des organes de presse, qui était aussi évidemment une question fondamentale. Mais on a maintenant cette formation de l'opinion publique qui passe de manière complètement aplatie par des échanges dans lesquels on arrive à cette idée que 1 vaut 1 et qu'on peut prétendre une chose ou son contraire en disant mais c'est ce que je pense et donc je peux penser que la Terre est plate. Après tout, ça n'a pas plus de valeur que de dire que la Terre est ronde, et simplement ce que je pense a la même valeur que le reste, parce qu'on a cette espèce de court-circuitage des positions des uns et des autres qui mène tout de même à une conception un peu compliquée des choses. Mais effectivement, ces questions sont de vraies questions. La question est de savoir si les populismes peuvent répondre à de vraies questions. Je ne sais pas s'il y a des... Une petite réponse. Il y a des problèmes. On a évoqué des problèmes vraiment pour recommencer la discussion. Citoyenneté, les rôles des États et des nations et des peuples, on peut dire, dans la construction de l'Europe. Il y a une chose que je peux expliquer un peu de l'expérience récente espagnole, que je pense qu'a une certaine valeur pour l'ensemble de l'Europe. Par rapport au Brexit aussi, ce qui a fait l'Europe, c'est vrai, les grands-pères de l'Europe, mais ce qui a fait l'Europe, c'est surtout la solidarité européenne. Pour moi, il y a une des choses admirables de l'Europe, c'est les rapports entre les Français et les Allemands, après la guerre, et les efforts que vous avez faits pour reconstruire les relations entre les deux pays, et pour éviter une chose que le président Mitterrand a évoquée dans son discours à Strasbourg, le dernier discours de Strasbourg. Il a dit des mots très forts, mais que je pense que sont très justes. Il a dit « le nationalisme, c'est la guerre ». Et nous le savons en Espagne parce que dans ce moment-là, je me pose la question toujours, comment est possible qu'entre des citoyens d'un même État démocratique et constitutionnel, nous parlons entre nous comme si nous étions des Allemands et des Français d'avant la guerre. C'est effroyable, ça. Et je pense que ça, c'est le chemin. On peut après être plus fédéraliste
moins fédéraliste, plus de vitesse, moins de vitesse. Mais pour moi, la question centrale qu'il faut récupérer, c'est la solidarité européenne. C'est la coopération entre les pays. C'est savoir que les voisins, c'est les voisins. Ses intérêts, leurs intérêts peut-être seront différents, mais on va parler, on va être solidaire. On va essayer de résoudre les problèmes. On va essayer de convertir les problèmes en des problèmes plus graves. Et ça, je pense que c'est la faute plus grave du Brexit. C'était des gens qui vraiment ont cassé la solidarité entre les Européens. Et ça, je pense que c'est vraiment toxique et que ça peut avoir des conséquences difficiles à gérer. Les directeurs des différentes maisons de la Cité internationale, qui est lui-même un beau projet antérieur à l'Union européenne, mais de rapprochement par la discussion, par la confrontation des points de vue, par la connaissance mutuelle aussi des différents peuples après la Première Guerre mondiale. L'Union européenne poursuit le même objectif après la Seconde. Tout ça est une construction progressive. Je crois que les différentes maisons participeront bientôt aussi à l'Université de la Paix, qui correspond immédiatement. C'était la semaine dernière. Alors il y en aura une autre dans un an, mais il faut attendre encore un petit peu. Et donc ces beaux projets, je crois, ils peuvent être mis en danger par un certain nombre de mouvements qui peuvent surgir ça et là, en fonction des circonstances nationales. Donc au-delà des maisons, ce sont évidemment les orateurs que je veux remercier, qui n'ont pas hésité à témoigner de ce que peut être l'Europe dans ce qu'elle a de meilleur, à travers la connaissance mutuelle, d'abord à travers la maîtrise de la langue. Et merci, messieurs, d'avoir tous parlé à nous, Parisiens, dans ce beau français qui est cette langue que nous chérissons dans une soirée évidemment un peu difficile. Tout le monde a vu cet incendie terrible à Notre-Dame ce soir, et donc c'est vraiment utile que nous puissions comme ça aussi faire preuve de solidarité dans ces cas. Merci beaucoup.